En novembre 2025, 3 astronautes chinois se sont retrouvés bloqués dans l'espace. Leur vaisseau de retour, le Chenzhou 20, venait d'être percuté par un débris spatial. Une simple fissure sur le hublot de leur capsule et voilà, impossible de rentrer sur Terre. Bonjour, vous n'étiez sans doute pas au courant car personne n'en a parlé en Occident. Les astronautes ont dû attendre 9 jours supplémentaires, le temps qu'on leur envoie un vaisseau de secours. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est le symptôme d'une maladie qui ronge l'orbite terrestre depuis des années. Une maladie qui pourrait, si elle n'est pas traitée, nous couper définitivement de l'espace. C'est assez inquiétant. Selon une étude publiée en décembre 2025, nous n'aurions plus que 2,8 jours pour éviter la catastrophe en cas de problème majeur, contre 121 jours que nous avions en 2018. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le Soleil pourrait déclencher cette catastrophe bien plus tôt qu'on ne le pense. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Commençons par un chiffre qui donne le vertige. Toutes les 22 secondes, 2 satellites passent à moins d'1 km l'un de l'autre en orbite basse. Vous avez bien entendu, 3 fois par minute, des objets lancés à 28 000 km/h se frôlent dans l'espace. Pour Starlink seul, ces quasi-collisions surviennent toutes les 11 minutes. Et pour éviter l'accident, chaque satellite de la constellation d'Elon Musk doit effectuer en moyenne 41 manœuvres d'évitement par an. Multipliez ça par des milliers de satellites et vous obtenez un balai permanent, une chorégraphie de haute voltige où la moindre erreur peut déclencher une réaction en chaîne apocalyptique. Cette réaction en chaîne porte d'ailleurs un nom, il s'appelle le syndrome de Kessler. Proposé en 1978 par le scientifique Donald Kessler, ce scénario décrit une situation où la densité d'objets en orbite devient si élevée que les collisions engendrent d'autres collisions, dans une spirale infernale qui rendrait l'espace inutilisable pendant des générations. Pendant longtemps, c'était de la science-fiction, c'était cantonné à des livres par exemple, ce genre de scénario où l'on envoyait des fusées dans l'espace quasi quotidiennement. Une inquiétude lointaine pour les décennies à venir. Mais les chercheurs viennent de nous révéler quelque chose de troublant. Les 3 premières vagues du syndrome de Kessler auraient peut-être déjà commencé. Pour comprendre à quel point la situation a dégénéré, une équipe internationale de l'Université de Colombie-Britannique et de l'Université de Regina ont créé un nouvel indicateur. Ils l'ont appelé le Crash Clock, pour Collision Realization and Significant Harm. Et comme mon accent anglais est incompréhensible, en français cela donne l'horloge de réalisation des collisions et des dommages significatifs. Cette métrique-là répond à une question simple mais terrifiante. Combien de temps faudra-t-il avant qu'une collision catastrophique se produise si tous les systèmes d'évitement cessaient soudainement de fonctionner ? Les résultats sont sidérants. En janvier 2018, avant l'explosion des méga-constellations, cette horloge affichait 121 jours, plus de 4 mois de marge. Si tous les opérateurs de satellites s'endormaient simultanément, nous avions plus de 4 mois pour réagir avant le premier crash majeur. En juin 2025, ce délai est tombé à 2,8 jours, moins de 3 jours. C'est une réduction d'un facteur 40 en 7 ans. Et ce n'est pas tout. Si les opérateurs perdent le contrôle pendant seulement 24 heures, il y a déjà 30% de chances qu'une collision se produise. Mais qui pourrait bien provoquer une telle panne généralisée ? Voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. La réponse ne vient pas de la Terre, mais du Soleil. En mai 2024, une tempête solaire baptisée Gannon Storm a frappé la Terre. C'était la plus puissante en plus de 20 ans, vous en avez sans doute entendu parler. Les aurores boréales ont illuminé le ciel jusqu'en Floride, au Japon et même au Mexique. Magnifique spectacle, mais dans l'ombre de ces lumières dansantes se cachait un chaos orbital. Plus de la moitié des satellites en orbite basse ont dû consommer une partie de leur carburant pour se repositionner. L'atmosphère terrestre, gonflée par la chaleur solaire, créait une traînée supplémentaire qui tirait les satellites vers le bas, perturbant leur trajectoire prévue. Cette tempête a également compressé la plasmosphère terrestre à un 50e de sa taille normale en seulement 9 heures, un record. Et ce n'est que le premier problème, le second est bien plus grave. Une tempête solaire suffisamment puissante ne se contente pas d'augmenter la traînée atmosphérique. Elle peut carrément griller les systèmes de navigation et de communication des satellites. Imaginez, des milliers de satellites soudainement aveugles, incapables de détecter les obstacles sur leur route, dérivant sans contrôle dans un espace de plus en plus encombré. Avec un crash clock à 2,8 jours, une tempête solaire majeure paralysant les communications pendant une semaine pourrait déclencher la cascade de Kessler. Le problème, c'est que ces tempêtes surviennent avec très peu de préavis. Nous ne disposons généralement que de 2 ou 3 jours entre la détection d'une éjection de masse coronale et son impact sur Terre. Exactement le même délai que notre marge de sécurité orbitale. La coïncidence est un peu troublante. En décembre 2025, un autre incident a illustré cette fragilité croissante.
Un satellite chinois qui a été lancé depuis le centre spatial de Jiuquan a frôlé un Starlink à seulement 200 mètres de distance, à une altitude de 560 km. Le patron de SpaceX, Elon Musk, nous a révélé récemment dans une interview qu'aucune coordination n'avait eu lieu avant le lancement. Et Mikhail Likolis, donc le vice-président de l'ingénierie chez Starlink, a complété cela et il a été direct. Il a dit que la plupart des risques en orbite viennent du manque de coordination entre les opérateurs. Et quand on sait que les satellites Starlink ont dû effectuer 144 404 manœuvres d'évitement au cours du premier semestre 2025, soit une alerte collision toutes les 2 minutes environ, on comprend l'ampleur du problème. Actuellement, environ 13 000 satellites actifs orbitent autour de la Terre, soit 10 fois plus qu'il y a une décennie. SpaceX à lui seul possède plus de 9000 satellites Starlink fonctionnels, représentant plus de 60% de tous les satellites actifs. Amazon prévoit de lancer sa constellation, le Project Kuiper. La Chine développe ses propres méga-constellations, le Kuifan et le Guangwang. Et ce n'est que le début, les plans incluent jusqu'à 42 000 satellites pour Starlink seul. L'histoire nous rappelle que les catastrophes dans ce domaine peuvent survenir de manière complètement inattendue. En 2021, la Russie a testé un missile anti-satellite en détruisant l'un de ses propres satellites, créant instantanément plus de 1500 débris traçables. La Chine avait fait de même en 2007. Ces tests ont ajouté des milliers de projectiles potentiels circulant à des vitesses 8 fois supérieures à celles d'une balle de fusil. Et l'ironie dans tout ça, c'est que certains experts pensent que les débris qui ont frappé la station spatiale chinoise Tiangong en 2023, endommageant ses panneaux solaires, provenaient peut-être d'un de ces tests. Face à cette situation, les régulateurs commencent à réagir, mais timidement. En 2023, la FCC américaine a infligé sa première amende pour débris spatial, $150 000 à Dish Network pour ne pas avoir correctement désorbité son satellite EchoStar 7. Une somme dérisoire pour une entreprise de cette taille, mais un signal important. La règle des 25 ans pour évacuer une orbite a été réduite à 5 ans aux États-Unis. L'Agence spatiale européenne s'est aussi engagée à ne plus créer de débris d'ici 2030 avec son approche zéro débris. La mission Clear Space One, prévue pour 2026, tentera de récupérer et désorbiter un débris spatial pour la première fois de l'histoire, avec des bras robotiques. Des chercheurs de l'université du Colorado travaillent même sur un concept digne de Star Trek, un rayon tracteur utilisant des forces électrostatiques pour repousser les débris sans les toucher. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de collision lors de la capture, contrairement au filet ou au harpon actuellement envisagé. Mais ces solutions arrivent trop tard selon les auteurs de l'étude. Nous avons déjà placé un stress considérable sur l'orbite basse terrestre. Les études de l'ESA montrent qu'à environ 550 km d'altitude, l'endroit privilégié des méga-constellations, la densité d'objets menaçants est désormais du même ordre de grandeur que celle des satellites actifs. Autrement dit, il y a autant de dangers potentiels que de satellites fonctionnels dans cette zone. Et n'oublions pas les débris invisibles, les 130 millions de fragments de moins d'1 mm qui ne peuvent être ni détectés ni suivis, mais qui, allant à 28 000 km/h, peuvent causer des dégâts catastrophiques. Le fameux astronome Jonathan McDowell du Harvard Center for Astrophysics les appelle des bombes à retardement en orbite. Le paradoxe est cruel. Ces méga-constellations nous apportent l'Internet mondial, connectant des régions isolées et révolutionnant les communications. Mais le prix à payer pourrait être tout simplement l'accès même à l'espace. Si une cascade de Kessler se déclenche, non seulement nous perdrons GPS, communication, prévision météo, surveillance climatique, mais nous pourrions être prisonniers de notre propre planète pendant des décennies, voire des siècles. La question que nous devons nous poser est simple. Est-ce que l'Internet par satellite vaut-il le risque de perdre l'espace lui-même ? Les chercheurs ont appelé à utiliser le crash clock comme un indicateur environnemental clé, car si nous continuons sur cette trajectoire, ce ne sera plus une question de si, mais de quand. L'espace autour de notre planète est une ressource finie, comme l'eau ou l'air, et nous sommes en train de la polluer à une vitesse vertigineuse. La différence avec la pollution terrestre, c'est qu'une fois que la cascade de Kessler sera enclenchée, il n'y aura pas de marche arrière possible. Alors oui, Starlink fonctionne parfaitement aujourd'hui. Oui, les systèmes d'évitement automatique font leur travail, mais comme le soulignent beaucoup de chercheurs, nous dépendons des opérations sans erreur. Et dans l'histoire de la technologie, l'absence totale d'erreur n'a jamais existé. La vraie question n'est pas de savoir si quelque chose va mal tourner, mais comment l'éviter. Et face à cette révolution qui se prépare dans l'espace, face à tous ces changements qui arrivent à une vitesse vertigineuse, face à l'intelligence artificielle qui transforme déjà notre quotidien à tous, si vous pensez qu'il est temps de comprendre ces technologies et de vous y former pour ne pas rester sur le bord de la route, vous avez raison et j'ai quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.